Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Thomas Dossus, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes sénateur écologiste, Europe Écologie Les Verts du Rhône. Une petite question philosophique, allez, pour commencer en cette rentrée. Est-ce que la fin de l'abondance, c'est le début de la décroissance? C'est le début de la sobriété en tout cas. Mais là où il faut faire attention, c'est quand Emmanuel Macron parle de fin de l'abondance, il parle à la fois de fin de l'abondance des liquidités et fin de l'abondance au sens sobriété. Il ne faut pas lier les deux. À mon avis, la fin de l'abondance va nécessiter un paquet d'investissements, notamment pour préparer les Françaises et les Français à la fin de l'abondance des ressources infinies et pas chères. Donc il va falloir investir pour préparer la fin de l'abondance. Après, est-ce que c'est la décroissance? C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment on prépare la suite, notamment face aux enjeux climatiques qui viennent. Mais ça veut dire que cet été a quand même marqué une rupture dans la vie politique française, Bien dans sûr. la vision politique d'Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il y aura un avant, un après cet été, et que là, la prise de conscience est telle que maintenant la France s'engage finalement sur la voie de la transition environnementale? Alors nous, on a toujours été prudents là-dessus en écoutant Emmanuel Macron, puisqu'on a souvent entendu des belles phrases qui étaient peu suivies de gestes et d'actes. Donc on va attendre les actes qui viennent. On nous a annoncé un grand plan de sobriété et puis un certain nombre de projets sur l'énergie. Donc on va attendre un peu les actes réels par rapport à ce qui a été annoncé. Après, tant mieux si le président a pris conscience cet été de l'emballement climatique. Mais en réalité, ça fait des années que nous on alerte sur le sujet. Ça fait des années qu'on aurait dû investir. Je prends un exemple simple. Au moment du plan de relance, au moment il y a 2 ans, quand ils annoncent qu'ils vont ouvrir les caisses pour faire du plan de relance. Nous, on disait, mais relançons l'économie sur des bases plus écolo, plus résilientes, et on n'a pas voulu nous entendre, on a arrosé toutes les entreprises, y compris les plus polluantes. Aujourd'hui, on se rend compte que si on avait investi plus massivement dans la rénovation thermique, dans l'isolation, on aurait pu anticiper ce genre de crise sur lequel on arrive. Donc nous, ça fait des années qu'on alerte, on attend vraiment des actes. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une prise de conscience, un tournant écologique, et en même temps, le fameux en même temps, cette aide financière finalement au prix du litre d'essence ou de gasoil? J'imagine que pour vous c'est une aberration, mais ça montre toujours cette difficulté entre la fin du mois et la fin du mois. On est dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'on doit agir vite aussi pour résoudre la crise climatique, mais on doit aussi protéger les Français des conséquences des non-décisions précédentes. Donc effectivement, l'aide aux carburants fossiles n'est pas une aide logique dans le contexte, mais il fallait la faire au moins protéger. Pour vous, elle se comprend? Elle se comprend, mais il fallait aussi en face proposer d'autres visions de la mobilité. Aujourd'hui, on a vu que d'autres pays avaient réduit le prix sur le train, par exemple, l'Espagne ou l'Allemagne. On aurait dû aussi aller dans ce sens-là, et on ne l'a pas fait. On a été que sur l'aide au carburant, ce qui, pour moi, est assez inconséquent, notamment dans la façon dont ça a été fait, où tout le monde était aidé, y compris les plus riches, on les a aidés à faire le plein de leur SUV, ce qui est pour moi une inconséquence grave. Votre transition environnementale, notamment en matière de transport, à vous les écologistes, elle repose principalement sur des modes de transport électriques. Ça peut aller du vélo, la trottinette, le train, la voiture électrique. Est-ce que là, c'est pas quand même un caillou dans votre jardin quand on voit finalement qu'on va arriver à manquer d'électricité peut-être cet hiver, peut-être durablement finalement, est-ce que cette transition, elle n'est pas impossible à faire? Non, elle n'est pas impossible si on l'anticipe. Nous, ça fait aussi des années qu'on alerte sur le vieillissement de nos centrales nucléaires. Aujourd'hui, pourquoi on arrive sur ce mur des tarifs de l'électricité qui arrivent cet hiver? Parce qu'on a 30 réacteurs qui sont en carafe, 30 réacteurs des vieilles centrales ou des centrales en rénovation qui sont actuellement en panne ou en rénovation. Donc on aurait dû anticiper. On voit bien que le développement des énergies renouvelables, par exemple, a pris beaucoup trop de temps en France, puisqu'on va avoir un projet de loi dès le mois d'octobre pour les accélérer. Donc elle n'a pas été anticipée, cette crise énergétique française, notamment sur le modèle électrique, avec cette prépondérance du nucléaire dans notre mix énergétique. Donc c'était un problème qui n'a pas été traité suffisamment rapidement, alors que les énergies renouvelables peuvent se déployer rapidement. Donc on aurait dû anticiper. Alors effectivement, là on arrive devant un mur et il va falloir réagir vite. Et du coup, le nucléaire, est-ce qu'on peut s'en passer dans la transition environnementale? Actuellement, on ne peut pas, vu la taille, le poids que ça a pris. Certains écoles commencent à évoluer il existe des scénarios, notamment de RTE. RTE, ce ne sont pas des dangereux ayatollahs verts, qui ont préparé des scénarios efficaces à 2050 en 100% renouvelables. Donc on doit écouter les scénarios qui existent. On peut le faire sans nucléaire. De toute façon, aujourd'hui, le nucléaire, c'est au moins 20 ans. Le programme nucléaire des EPR, c'est au moins 20 ans avant
de le mettre en place. Donc il faut agir rapidement, et ce qui se déploie le plus rapidement, et partout dans le monde, hein, c'est pas que en France, ou en Allemagne, ou ailleurs, c'est vraiment partout dans le monde, on déploie des énergies renouvelables, parce que c'est facile à déployer, et ça se construit rapidement. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. La question qui va se poser aussi, c'est celle du prix de l'énergie. Pour l'instant, il est plafonné, encadré jusque février 2023. Pour le gaz, ça arrivera un peu plus tôt. Là, finalement, on vit hors sol. Il y a un quoi qu'il en coûte énergétique. Est-ce qu'il est bon pour la planète et est-ce qu'il est soutenable ? Non, mais là, on voit aussi la fin de l'abondance de l'énergie pas chère et infinie. Donc, il va falloir travailler à ça. Moi, j'étais à l'Assemblée générale des maires ruraux du Rhône. Les petites communes vont se retrouver face à un mur énergétique où elles vont devoir faire le choix entre éclairer leurs rues ou ouvrir des infrastructures sportives le soir, etc. Donc, on est dans un truc où, globalement, notre modèle ne fonctionne plus. Et donc, oui, il faut le repenser, et notamment sur les tarifs régulés. Il faut un bouclier tarifaire pour les petites communes. Il faut travailler à ce qu'on protège les plus fragiles de la crise énergétique qui vienne. Donc, il faut aussi un modèle qui soit vertueux socialement. Et comment le financer, ce modèle ? Eh ben, il faut là-dessus, il faut à la fois financer effectivement ce bouclier tarifaire urgent, il faut le financer avec de l'argent public, mais il faut aussi financer de la sobriété, des plans de rénovation, il faut que ça aille plus vite. Merci beaucoup Thomas Dossus d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.